On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Valérie Lahaye et Maryse Chouanière travaillent depuis 3 ans sur un album de poésie, donc de la musique avec de la poésie, avec les mots de Rina Lanier. Rina Lanier, c'est une poète qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est probablement très méconnue et je pense qu'on veut faire ressortir son œuvre. Mais d'abord, parlons de la 30e Semaine nationale de prévention du suicide qui se tient début février et avec en l'occurrence ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu le Centre de crise et de prévention. Parlons de prévention du suicide, parlons de la 30e Semaine nationale au Québec qui se tient du 2 au 8 février. 2 personnes pour en parler chez nous. D'abord, Myriam Lafont, qui est directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide du Richelieu-Rouville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Nancy Paquette, qui est coordonnatrice des formations au Centre de crise et de prévention. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, c'est toujours l'occasion, évidemment, une fois là, même si... et même, ce qu'on dit, c'est qu'il faut en parler le plus souvent possible. Parce que c'est à force d'en parler qu'on accentue la prévention. Bien, nous, on dit qu'il faut en parler tout au long de l'année. La semaine fait juste mettre un peu plus l'accent sur la prévention du suicide, mais effectivement, nous, on en parle à l'année. Puis, la semaine nous permet de remettre, comme à chaque année, la fameuse épingle qui est importante pour nous. Donc, c'est une épingle qu'on remet aux gens qui sont importants pour la prévention du suicide. Puis le devoir, la mission que vous avez, c'est de la remettre à quelqu'un qui est important pour vous. Bon. La thématique cette année, parler du suicide sauve des vies. Parce que pendant longtemps, on disait « faut pas en parler, faut pas en parler, ça va inciter, puis c'est comme tabou et tout ça ». Mais là, on dirait qu'on est comme 30 ans plus tard et qu'il y a une autre dynamique qui s'installe sur l'ouverture et sur le fait d'en parler. Oui, effectivement. Il y a de plus en plus, en fait, de portée médiatique en lien avec ça. Nos services débordent, en fait, de gens qui veulent aborder le suicide avec des proches, avec des gens de leur entourage qui sont mobilisés pour aider, soit au travail ou dans leur environnement là, d'amis ou de réseaux là, de famille. Donc, c'est sûr que les gens veulent être accompagnés dans comment ils veulent parler du suicide. Donc oui, parler du suicide, mais l'importance d'en parler de la bonne façon, d'ouvrir le dialogue, d'adresser les idées suicidaires avec les gens, de comment on aborde ça aussi, puis qu'effectivement, défaire le mythe que si j'y en parle, je pourrais lui donner l'idée, alors que dans le fond, si on en parle, on ouvre surtout la porte à la personne pour dire ce qu'elle ressent, puis ouvrir sur ses préoccupations. Bon, un des services quand même très importants de votre centre, c'est la fameuse ligne 24/7. Est-ce que vous sentez au fil du temps une augmentation dans vos statistiques sur le nombre d'appels? Est-ce que les gens sont plus enclins maintenant à prendre le téléphone et à appeler un centre de crise comme le vôtre? Effectivement. Juste l'année passée, on a fait 20 000 interventions, plus de 20 000 interventions au centre, dont 12 500 environ là, appels de crise. Et cette année, je vous dirais, ça, c'était du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Actuellement, on est déjà rendu à 12 500 interventions téléphoniques et on n'a pas atteint le 31 mars. Pourquoi vous attribuez ça? Dans le fond, je crois qu'on est de plus en plus connus. On en parle de plus en plus. Le fait de parler de prévention suicide, le fait d'ouvrir directement la porte sur ça, sur cette problématique-là. On ne se cachera pas que même dans les téléromans, ils en parlent de plus en plus et ils mettent le 1866 appel. Donc, ils publicisent beaucoup ce numéro. Donc, ça incite les gens à nous appeler pour une simple inquiétude ou encore vraiment pour des services. Même, on a commencé à l'intégrer dans les salles de nouvelles. Vous parliez des téléromans, mais même lorsqu'une nouvelle dans l'actualité, je ne sais pas, moi, disons, le suicide d'une personnalité connue. Bon. Bien, justement, aujourd'hui, les médias en profitent à la télé pour mettre un bandeau, même à la radio ou dans le journal, pour rappeler les numéros d'usage des centres de crise. Donc, encore une fois, même les médias font un peu disons, leur contribution, je dirais. Ça vous aide aussi? Oui, effectivement. Ce qu'on veut, c'est que les gens en détresse qui pourraient ou se reconnaître ou s'identifier à ce qu'ils voient à la télé, dans les nouvelles ou dans la détresse que les gens ont vécue, bien, qu'ils ne restent pas tout seuls avec ça. Donc, assurément que toutes les personnes qui nous permettent d'être en contact avec la clientèle, c'est toute de la facilitation qu'on a pour nos services. On parle des médias, les partenaires, les policiers, l'hôpital. Pour nous, c'est des portes d'entrée. Les gens ne nous connaissaient pas,
Puis Myriam a dit souvent que ben, quand tu n'en as pas besoin, le CPS, tu ne sais pas qu'il existe avant d'en avoir besoin dans ta vie. Ouais. Puis c'est correct comme ça. Mais ce qu'on veut, c'est que quand tu en as besoin, il y ait plein de gens pour te dire ça existe, appelle-le. Tu n'es pas tout seul. Ouais. Donc, l'importance d'être connu de tous, puis des partenariats bien établis avec tous nos partenaires pour faciliter ce référencement-là. Puis, ce qui est intéressant aussi depuis quelques temps, même on le voyait encore dimanche de l'autre semaine, à Tout le monde en parle, avec le service de police de Longueuil sur un projet particulier, qui disait que dans leur cas, près de 70 des appels auxquels répondent les policiers sont à prédominance de santé mentale. Même ici, on en parlait avec vous tout récemment avec le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, où dans certains cas, 30-40 des appels sont en lien avec la santé mentale. Dans certains quartiers de Montréal, c'est 80-90 des appels des policiers où les policiers sont confrontés à des problématiques de santé mentale. Donc, visiblement, les gens commencent à savoir que la détresse humaine à laquelle souvent les policiers sont les premiers confrontés, bien, s'ils sont en lien avec des organismes comme le vôtre, au moins, il se passe quelque chose après. Donc, le policier fait une intervention, mais il y a un suivi qui se fait ensuite. Effectivement, il y a une continuité, puis c'est une continuité dans les bons services avec un accompagnement adéquat pour les gens parce que la police a un travail à faire qu'ils font très bien, mais ça s'arrête dans le temps. C'est une intervention. Nous, on peut facilement poursuivre l'intervention puis la faire perdurer dans le temps parce que quelqu'un qui peut vivre des crises au niveau de la santé mentale de façon récurrente. Ouais. Donc, nous, on est là 24/7. Ça facilite l'accès aux services à ce moment-là. Bon, à l'occasion donc de la 30e Semaine nationale de prévention du suicide du 2 au 8 février, quelles sont les activités particulières que vous allez tenir durant cette semaine? Bien, cette semaine, en fait, on a beaucoup misé sur un partenariat qui est présent depuis les 2 dernières années. Donc, on est à notre 3e édition avec la boutique Le Thé de Réa, donc qui a produit un thé particulièrement pour la prévention du suicide, donc le thé en vie. Pour chaque achat d'un 100 grammes de ce thé-là, il y a $1 qui va être remis à l'organisme. Donc, nous, on en a dans nos locaux. Il y en a aussi au Thé de Réa dans le but de sensibiliser le plus de gens possible. Cette année, comme on est en agrandissement de nos travaux, au niveau de nos ressources humaines, on ne pouvait pas déployer beaucoup plus d'énergie sur la semaine de prévention du suicide. Par contre, c'est sûr que cette semaine, nous, on va faire beaucoup de sensibilisation auprès de nos partenaires. On dit aux gens avec qui on travaille que c'est important, puis on souhaite qu'ils comprennent que bien, la prévention du suicide, oui, c'est notre mandat, mais c'est pas notre responsabilité. C'est parce qu'on travaille tous ensemble qu'on arrive à faire une différence. Bon, vous avez fait référence à des travaux, parce que là, vous avez subi quand même d'importants travaux. Vous allez presque doubler? On va doubler la surface. La superficie du centre de crise. Et ça aussi, ça va vous permettre de pouvoir donc accorder de meilleurs services? Effectivement. Là, nos équipes étaient réparties en 2 lieux. Donc, on louait des locaux ailleurs, à l'extérieur, parce qu'avec l'ouverture des lits de crise, on n'avait plus suffisamment de place. Donc là, on va pouvoir rassembler toute l'équipe à un seul lieu avec justement des bureaux adaptés pour les rencontres, de suivi pour une salle familiale pour des rencontres, parce que on rencontre des gens de la famille aussi. Donc, on va vraiment pouvoir offrir un meilleur espace pour accueillir les gens. Parce que tantôt, on parlait beaucoup, évidemment, de la ligne téléphonique, un 866 appel, mais au-delà de la ligne téléphonique, qui est un gros morceau de vos services, il y a tout le reste. Là, on parlait de lits de crise, des rencontres. Parlez-nous peut-être justement des autres services, mis à part la ligne téléphonique. En fait, la ligne, c'est pour la Montérégie au complet, là, qu'on couvre un 866 appel. Pour le territoire de Haut-Richelieu-Rouville, en fait, on a toute une autre gamme de services aussi qu'on peut donner. Donc, si après la ligne téléphonique, on constate qu'il y a un besoin d'aborder plus précisément ou de façon plus récurrente, là, les idées suicidaires, on peut offrir du suivi individuel. Donc, on est jumelé avec un intervenant où on fait vraiment, on adresse les idées suicidaires, pourquoi elles sont là, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme stratégie pour éviter de revenir toujours à cette idée-là de s'enlever la vie. On a des services de postvention aussi. Donc, malheureusement, s'il y a un suicide qui arrive, pour nous, ça ne veut pas dire que notre intervention est terminée. Au contraire, on a plein de gens dont on doit s'occuper qui vivent eux-mêmes présentement une crise à cause du suicide de quelqu'un d'autre. Donc, pour nous, c'est 10, 12 personnes de qui on doit se préoccuper puis offrir des services au niveau du deuil. Donc, on a aussi l'hébergement de crise dont Myriam parlait, donc où on a 2 lits de crise, là, où on peut offrir du répit à des gens là, à court terme pour permettre de prendre un pas de recul là, de leur situation. C'est le seul service qui est exclusivement adulte. Tous les autres services sont pour tout âge, là.
Et on a tout le volet formation, service à la communauté, où on se déplace sur le territoire pour des sensibilisations, former les partenaires, le réseau. Donc, oui. Bon, l'hébergement en cas de crise, c'est quand même assez nouveau. Ça consiste en quoi? Et quel est le cas type qui peut finalement arriver chez vous pour être hébergé durant quelque temps? C'est que quelqu'un qui vit une situation où un état de déséquilibre dans sa vie, qui a besoin d'être retiré de son milieu, et ce n'est pas nécessairement l'hospitalisation qui est nécessaire, mais qui a besoin vraiment de se retrouver pendant quelques jours à l'extérieur de son milieu pour prendre un pas de recul puis essayer de voir un peu plus clair dans sa situation. Tout ça de façon accompagnée, mais c'est vraiment quelqu'un qui vit, ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être quelqu'un qui travaille comme ça peut être quelqu'un qui en perte d'emploi, diverses situations, pas nécessairement avec idéation suicidaire, mais c'est pour éviter l'hospitalisation souvent. Et depuis la mise en place de ce service-là qui va doubler là, avec le 2e lit, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, comme expérience avec le recul? Des belles expériences. C'est sûr qu'on voit aussi les limites. Nous, c'est un centre de crise, donc les limites qu'on a, c'est beaucoup pour les gens qui ont un profil un peu plus itinérant. Malheureusement, notre centre ne répond pas à ça. C'est vraiment des personnes qui ont besoin d'un pas de recul, qui ont besoin parfois juste de savoir vers où se diriger par la suite. On est un temps d'arrêt dans leur vie et on voit une grande différence au niveau de notre lien avec ces gens-là sur le fait que l'hospitalisation parfois est traumatisante pour ces gens-là. Ils peuvent être là combien de nuits? C'est jugé après chaque nuit avec l'intervenant, voir c'est où le besoin. On n'a pas nécessairement On parle de quelques jours ou de quelques semaines? Quelques jours, c'est ça. C'est quelques jours, c'est pas calculé en nombre de semaines. C'est vraiment en quelques jours parce qu'une crise ne dure pas. Les gens veulent retourner dans leur milieu. Donc, on parle de 3-4 jours souvent pour que la personne reprenne un contrôle puis fasse là, j'ai besoin de me retrouver dans mes affaires. Parce que c'est beau chez nous, mais c'est pas à la maison. Bon. Vous avez toujours aussi, bon, évidemment, il y a le 1-866 appel, mais au-delà de ça, il y a votre site Internet et la page Facebook où les gens peuvent obtenir des renseignements? Effectivement, on est en train, en plus, de refaire le site Web qui devrait, au courant là, du printemps, être en ligne. Puis, via la page Facebook, on peut avoir accès à plusieurs. C'est pas mal là, présentement, qu'on tient les gens à jour là, de nos activités ou de ce qui est présentement, en cours là, sur la prévention du suicide. Donc, 30e semaine nationale de prévention du suicide du 2 au 8 février. Sachez qu'ici même dans la région, on a un centre de crise et de prévention qui est actif depuis de nombreuses années. Il y a toujours évidemment le numéro 1-866 appel ou les autres informations, site web et page Facebook auxquelles vous pouvez bien sûr référer. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du lancement d'un album de poésie de Rina Lanier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle du projet de retour de la Ligue nord-américaine. Oui, avec le commissaire Renaud Lefort et le promoteur Vincent Vallière qui sont avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons d'un lancement, le lancement d'un album de poésie de Rina Lanier. Ça va se tenir le samedi 8 février à 17h avec nous pour en parler. Marie Chouanière, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, une petite mise en contexte historique parce que c'est un nom qu'on entend occasionnellement, mais dont probablement peu de gens, malheureusement, savent qui était Rina Lanier. Oui. Rina Lanier, elle est née à Saint-Grégoire en 1910. Et puis, elle est morte à Saint-Jean, ici, en 1997. Entre-temps, en fait, elle a passé
à Saint-Grégoire, comme je l'ai dit, mais la petite enfance, elle a passé aussi ici, au coin de la rue Richelieu, de la rue Saint-Jacques. Son père avait un garage. Donc, elle a habité longtemps à Saint-Jean. Et elle est partie plus tard à Joliette. Il y a une bibliothèque Rina Lanier à Joliette et elle est revenue mourir ici. Rina Lanier, elle a écrit énormément. Elle a une œuvre considérable. Elle a commencé en théâtre et puis à un moment donné, elle s'est vraiment mise à la poésie. Et puis elle a été considérée, elle est encore considérée comme une des 4 grands poètes de sa génération, avec Anne Hébert, Alain Grandbois, Hector de Saint-Denis-Garneau. 2 fois proposée, nominée pour le prix Nobel de littérature. Et puis, on ne la connaît pas. Et pourquoi il y a parfois, un peu comme, je fais un parallèle, ça me vient en tête, un peu comme le fameux pianiste André Mathieu, hein, dont Alain Lefebvre essaie de réhabiliter depuis 20 ans pour dire, écoutez, ce gars-là est hyper important. Pourquoi Rina Lanier est-elle peu si connue là, du commun des mortels de nos jours, de nos années à nous? Là? Ouais. En fait, ma théorie, et puis je parlais avec Marie Lanier et Hélène Lanier, qui sont les nièces de Rina, c'est qu'au tout départ, en fait, son théâtre est religieux, je dirais. Et même sa poésie, au départ, ça peut être considéré comme religieux. Moi, je trouve que c'est plus spirituel que religieux, mais il y a des poèmes qui parlent de Dieu, qui parlent... Moi, je pense qu'au tournant des années 60... C'était la référence que les gens avaient à l'époque. C'est ça. Ouais. Fait que ça a été tassé. Bon. Moi, je pense vraiment que c'est ça, mais il y a tout un autre pan de sa poésie. Elle adore la nature, c'est beaucoup les arbres, la neige, les oiseaux. Elle se promenait au bord de la rivière ici, elle observait. Elle était très malade quand elle était jeune aussi, fait qu'elle a eu tout comment je pourrais dire, elle observait beaucoup, elle était très intérieure. Et moi, je pense vraiment que c'est à cause du lien qu'on fait avec la religion. Bon. Comment est-elle tombée dans la poésie? Quelle est son histoire de vie qui l'a amenée sur le parcours de la poésie? En fait, comme je disais, elle a commencé, elle voulait écrire. Elle a commencé par le théâtre. Elle a écrit aussi, non, je ne l'ai pas emmenée, j'ai une boîte. Oui. Et puis, les gens viennent à moi maintenant, m'apportent plein de choses de Rina Lanier, mais elle a été journaliste aussi. Elle a écrit des articles, des contes, plein de choses. Elle écrivait. Et puis, à un moment donné, dans mon souvenir, parce que j'ai écouté beaucoup de choses sur elle, il y a quelqu'un qui lui a proposé « Pourquoi tu n'écrirais pas de la poésie? » Et puis, elle s'est vraiment rendue compte que c'était son lieu à elle, la poésie. Et puis ensuite, elle a écrit que de la poésie. Bon. Quelle est son histoire personnelle, famille, enfant? En fait, comme elle était malade, petite, son père avait un garage ici. Il y a tout un circuit qu'on peut faire dans Saint-Jean. On se promène, où les lieux qu'elle aimait. Elle a étudié en Angleterre, elle est partie avec sa sœur. Elle ne s'est pas mariée. C'est une femme, je dirais, qui a voué sa vie à son art, à la poésie, et qui a voyagé beaucoup, qui était vraiment, moi je trouve en tout cas, vraiment en avant de son temps avec sa réflexion. Ouais. Oui, et puis elle fait partie de groupes où est-ce qu'il y avait de littéraires et tout ça, où est-ce qu'il y avait que des hommes à ce moment-là aussi. Mais je la connais de plus en plus. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, là, que Valérie et moi, on travaille sur sa poésie. Et puis, pour moi, en tout cas, c'est une grande amoureuse de la vie. C'est vraiment... Qu'est-ce qui fait que Valérie Lahaye et vous-même, vous vous êtes intéressés à l'œuvre de Rina Lanier? En fait, Valérie et moi, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Je la connais depuis qu'elle est petite. Ouais. Et puis, ça a été mon prof de chant pendant plusieurs années. Et puis, on faisait des spectacles. Et puis, c'était plus, des chansons de jazz et tout ça. J'écrivais un peu, mais elle me dit, ton prochain show, il faut que ce soit des chansons qu'on n'a jamais entendues. Là, je me suis dit, OK, beau défi. Et puis, ça a donné en même temps que moi, j'étais coordonnatrice de arts, lettres et communication au Cégep, et puis je reçois un curriculum vitae d'un jeune homme qui s'appelle Dominique
par Poliquin-Lanier. Mais je ne fais pas de lien avec Hélène, avec Marie. Et il veut venir enseigner le cinéma au cégep. Il y a un cours de cinéma. Fait que j'ai dit, ben, en tout cas, il me dit, je vais te rencontrer quand même pour savoir c'est quoi le cégep. Et puis, c'est le petit-neveu. Et puis, il me dit, ah, tu connais ma tante? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais Présence de l'absence, un de ses recueils? Fait que j'ai plongé là-dedans. Et puis, tout de suite, pour moi, ça a été... ouais. Ça a été... Sa poésie, c'est déjà de la musique. Les jeux de sonorité, je peux donner des cours de littérature. Juste les sonorités, les sons, le rythme, les images, ça m'a tout de suite happée. Et là, vous vous êtes mis à découvrir l'œuvre? Oui. Et puis, ben, j'ai proposé à Valérie, bon, ça te tente-tu on va travailler, on va mettre ça en musique, parce que moi, toute seule, je ne peux pas faire ça. Et puis, ça donnait en même temps qu'on était juste avant les 20 ans de sa mort, donc en 2016. Oui. Et puis, Marie Lanier a fait un DVD sur l'histoire de sa vie. Il y a eu aussi une vidéo, il y a eu une exposition au musée. Fait qu'il y a eu comme une sorte de mouvement. Et puis, à ce moment-là, ben, on a présenté nos 3 premières chansons en 2017 chez Artaud. Bon. Le lancement du samedi 8 février, 17h, justement, chez Artaud. Oui. Donc, le lancement, ça s'appelle Le carré inévitable de l'ombre, mais on a mis le IN de inévitable entre parenthèses. Pourquoi? Ça, c'est moi. Parce que Le carré inévitable de l'ombre, c'est un vers de Rina Lanier. Ça fait partie d'une des chansons. Je l'ai mis entre parenthèses ou entre crochets, là, ça dépend. Parce qu'en enlevant le « in », il est évitable, on la sort de l'ombre. C'est mon but. C'est vraiment mon but. Maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, je sais maintenant que déjà l'album se promène un peu et puis il va être entendu dans des cours de littérature à l'Université Laval. J'ai appris ça. Fait qu'il fait vraiment son chemin. Puis, mon but premier, c'est vraiment de la sortir de l'ombre, avec Valérie aussi qui a composé toutes les mélodies. Moi, j'entendais la musique quand je choisissais les textes, mais je ne suis pas capable de l'écrire. J'entends. C'est tout fait que je chantais plus ou moins à Valérie, puis ben, on connaît Valérie, fait que c'était tout de suite une mélodie. Puis ensuite, on a travaillé ensemble. C'est sûr qu'elle me connaît beaucoup comme chanteuse, elle connaît ma voix. Fait que les chansons sont beaucoup en fonction de ma voix. Et donc, on composait, on faisait des bouts, elle me proposait des choses. Je disais, non, moi, je veux faire comme ça. Puis elle me disait, bon, en fait, on a travaillé quand même pendant 3 ans. Wow! On a 12 chansons. Maintenant. 12 chansons. 12 chansons. Et vous êtes satisfaite du résultat? Oui. Bien, moi, je suis vraiment contente. Bien, je pense Valérie aussi. Les gens, quand ils l'entendent... En fait, c'est pour ça qu'on a fait l'album. C'était pas notre but. On n'a pas pensé à ça dès le départ. Et puis, les gens viennent à nous aussi. Robert Laine a ajouté des instruments. Autant des bols de cristal, il y a de la trompette, de la contrebasse. Et les textes que vous avez choisis, ils racontent quoi? C'est ça qui est fascinant avec Rina Lanier parce que chacune des pièces est un monde en soi, je dirais. On a autant du tango que du jazz. Et puis, ben, quand je parlais de la nature, la neige, mais il y a aussi beaucoup de... c'est vraiment la beauté de la nature, la joie d'être en vie, mais aussi l'ombre, la lumière, la mort dans la vie. C'est vraiment une poésie c'est pour ça que je dis qu'elle est beaucoup plus spirituelle. Ça transcende... Ben en fait, elle est très humaine. Elle nous parle de nous, puis des relations. C'est vraiment très, très large. Et puis, on a choisi des textes, il y en a de 1956 on est en 1971, à peu près, les dernières... Bon. D'ailleurs, vous avez amené ici sur la table donc quelques ouvrages de Rina Lanier qui, pour vous, sont importants? Oui. Oui, bien, en fait, parce que Présence de l'absence, c'était ma porte d'entrée. Et puis, on a choisi beaucoup de textes dans la salle des rêves. Moi, j'adore ces titres aussi, les titres
de ces recueils de poésie. Ça, c'est très récent. C'est les éditions du Noroît qui ont fait un choix dans sa poésie. Et puis, comme je disais, bon, des DVD, mais je n'ai pas emmené la moitié de ce que j'ai, puis j'ai vraiment pas tout. Mais au final, dans le fond, ce que vous souhaitez, c'est qu'on vienne un peu réhabiliter une artiste, une poète qui était malheureusement méconnue aujourd'hui. Oui. Et puis, bien, il y a de plus en plus de professeurs qui viennent entendre le spectacle là, quand on se promène. Et puis, nous, ce qu'on veut, là, maintenant, c'est faire une partie spectacle en expliquant comment. Moi, je choisis les textes parce que ce n'est pas tous les textes. Comment Valérie peut les mettre en musique avec des ateliers d'écriture aussi. On vise vraiment des ateliers dans les bibliothèques, les maisons de la culture, les écoles, avec Rina Lanier pour la faire connaître, puis que les profs la mettent au programme. Aussi. Oui, évidemment. Ouais. Alors donc, lancement de l'album de poésie de Rina Lanier, Le carré inévitable de l'ombre. Donc, c'est samedi le 8 février à 17h chez Artaud. Donc, en souhaitant bien sûr que vous preniez connaissance donc, de cet ouvrage. Absolument. Puis on va vous chanter quelques chansons le 8 février. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel sur la réglementation du stationnement de nuit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est permis lorsqu'il n'y a pas de déneigement. Mais lorsqu'il y a du déneigement, il est de votre responsabilité de vous informer de la chose et vous avez tous les canaux possibles pour vous informer. N'oubliez pas, le dimanche matin, 9h30, il y a toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix. Il y a 30 dépositaires pour acheter des petits livrets et pour avoir la liste des détaillants, www.tvhr9.com. À demain.